Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et amis de la biodiversité, dans notre saison Les poupées russes de la biodiversité, je vais vous parler aujourd'hui d'espèces qui vivent en étroite association que l'on appelle des symbioses, ce qui signifie en grec vivre ensemble. L'histoire commence en 1877, lorsque le biologiste allemand Albert Frank fit sensation en énonçant que les lichens, qui forment par exemple des taches de couleur, blanches, jaunes ou vertes sur les troncs de nombreux arbres, étaient en fait constitués de l'association de deux espèces distinctes. L'observation au microscope montrait des cellules d'algues vertes insérées dans un réseau dense de filaments d'un champignon qui assurait aussi la fixation du lichen sur ce support. Cette association bénéficie aux deux espèces. Les cellules d'algues vertes captent l'énergie solaire et produisent des molécules qui nourrissent le champignon. Les filaments du champignon protègent les cellules de l'algue de la déshydratation. C'est ce qui permet aux lichens de coloniser des milieux extrêmes. Par exemple, sur les côtes bretonnes, ils forment sur les rochers des bandes horizontales caractéristiques, noires et jaunes, qui marquent la limite supérieure des marais. Au début, on considérait ce phénomène de symbiose comme une curiosité, limitée à quelques espèces particulières. En fait, les observations se sont accumulées pour montrer que ces symbioses existaient chez la quasi-totalité des végétaux. Ainsi, les légumineuses, les pois, les haricots, les lentilles associent à leurs racines des bactéries capables de capter l'azote de l'air pour en faire des engrais azotés que la plante peut assimiler. Ces légumineuses peuvent donc pousser sans engrais, tout en nous fournissant, ainsi qu'à nos animaux d'élevage, des aliments riches en protéines. On sait aussi que pratiquement tous les arbres associent à leurs racines des champignons, qu'on appelle les mycorhizes, qui jouent un rôle essentiel pour puiser dans le sol des éléments minéraux comme le phosphore. Beaucoup de pépiniéristes proposent d'ailleurs aujourd'hui des arbres mycorhizés pour les plantations forestières. Certaines de ces associations produisent en outre des parties comestibles particulièrement appréciées. Vous avez deviné qu'il s'agit des truffes. Mais les animaux sont également concernés. Ainsi, les coraux abritent dans leur tissu des cellules d'algues qui leur permettent de se nourrir en partie en captant la lumière solaire. Mais divers stress, en particulier l'augmentation actuelle des températures de l'océan, vont induire l'expulsion de ces algues, entraînant ainsi la mort des coraux. Un cas plus étonnant a attiré récemment l'attention des biologistes. C'est celui d'une limace de mer, semblable à une belle feuille verte, qui, après avoir brouté quelque temps une algue verte, se nourrit ensuite des éléments nutritifs produits par ces algues en captant l'énergie solaire. Je suis sûr que vous envierez cette limace, allongée dans votre chaise longue en été. Enfin, tous les animaux abritent dans leur tube digestif une flore complexe constituée de plusieurs centaines d'espèces de bactéries, de champignons et autres micro-organismes qui contribuent à la digestion et sont même indispensables à celle d'aliments particuliers. C'est le cas des ruminants,
les vaches, les moutons, mais aussi les dromadaires, les lamas, qui grâce à leur flore particulière, peuvent, contrairement à nous, digérer la paroi des végétaux. Ils peuvent donc produire du lait simplement à partir d'herbes ou de feuillages, et cette capacité a été exploitée par les humains depuis des milliers d'années. Cette capacité à digérer des parois végétales a cependant quelques revers. Elle est présente chez les termites, qui explique leur capacité funeste à se nourrir du bois des maisons. On la trouve aussi chez les tarets, de petits coquillages qui étaient la terreur des marins d'autrefois. Ils ont en effet coulé nombre de bateaux en perçant leur coque en bois. Pour montrer ce caractère très général des symbioses, j'évoquerai pour conclure la théorie proposée en 1970 par la biologiste américaine Lynn Margulis. Selon elle, nos cellules, et celles de tous les animaux et végétaux, seraient issues en fait de l'association, il y a environ 1,5 milliard d'années, de plusieurs bactéries différentes qui auraient mis en commun leur savoir-faire. Cette théorie est considérée aujourd'hui comme crédible par beaucoup de biologistes. Elle illustre bien ce que je souhaitais vous montrer dans cet épisode, à savoir que, sans aucun doute, nous sommes tous des symbioses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour conclure cette saison sur les poupées russes de la biodiversité. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!